sur Voix entrelacées, un podcast sur les métiers de l'audiovisuel qui met en lumière les métiers de l'ombre en vous dévoilant leurs témoignages. Produit par 23 bis. Notre deuxième épisode de cette nouvelle saison nous donne accès au premier balbutiement des personnages. Des mots couchés sur le scénario, les directrices de casting les projettent dans le monde, sur des visages et des voix. Cela débute autour de mots, et elles les emportent dans le réel. Au travers de rencontres humaines, elles accompagnent la rencontre entre la réalisation et les futurs incarnantes des personnages. Mina et Marie-Angela, toutes deux en lien en tout temps avec les comédiens-comédiennes, qu'elles le sachent ou non, créent des ponts pour faire naître des rôles. Voici l'épisode 2, d'où vient l'incarnation des personnages d'un film. Je m'appelle Mina, je suis directrice de casting. J'exerce ce métier depuis, je crois, 8 ans. Et donc, moi, je suis franco-suisse, mais je vis à Paris. Et du coup, je travaille entre Paris et la Suisse, plus ou moins à 50-50, quoi. Je suis Marie-Angela, je suis directrice de casting. Je suis basée à Lausanne, mais je travaille partout en Suisse romande. Et je suis directrice de casting depuis quelques années, mais je ne sais pas combien de temps. Alors non, c'est un peu la blague parce que moi je pense que c'est le hasard, mais en fait c'est aussi comme un peu prédestiné. Enfin moi j'ai commencé à travailler dans la production parce que je voulais travailler très vite, avoir les mains dans le cambouis très vite. Donc j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle les Films Péléas, et puis je suis retournée faire des études en scénario en Suisse, et en sortant du master en fait j'avais besoin de travailler tout de suite parce que j'avais pas d'argent, quoi. Et j'ai cherché des expériences sur les plateaux parce que c'est ce qui me manquait et j'avais besoin de ça. Et la première chose que j'ai trouvée, c'était un stage en figuration, donc d'assister une chef de file. Je savais même pas ce que c'était, j'avais jamais fait ça. Et du coup, pendant ce stage, je me suis rendu compte que le plateau, c'était pas ma passion, mais que par contre, travailler avec des gens et aussi des comédiens, parce qu'il y a plein de comédiens qui font de la figuration, ça m'intéressait. Et du coup, j'ai contacté plusieurs directrices de casting pour travailler avec elles. Et ça s'est fait comme ça, j'ai commencé à travailler. Donc ça, c'est le hasard, c'est que j'avais pas du tout pensé à cette profession. Et je dis un aspect prédestiné, c'est que moi, je viens d'une famille de théâtreux. Mon père, il est metteur en scène de théâtre, ma mère, elle est comédienne. Mon beau-frère est comédien. Enfin, je suis entourée de comédiens et j'ai un peu grandi en opposition à tout ce monde pour finalement le retrouver. Enfin voilà, j'avais un rapport et je l'ai toujours d'ailleurs, de fascination-répulsion aux comédiens. Et en fait, ça m'a permis d'y revenir, et d'y revenir dans le cœur du travail, c'est-à-dire le jeu. Les questionnements, les insécurités des comédiens, c'est quelque chose que je connais. Mais en même temps, je pense que c'est ce qui me permet d'être en empathie avec eux. Et c'est la façon dont j'espère exercer ce métier, en étant en empathie avec les comédiens et les non-comédiens. Je n'ai jamais joué, je n'ai jamais souhaité être comédienne. Pendant mon enfance et mon adolescence, j'avais envie de claquer tous les comédiens que je pouvais rencontrer parce qu'ils m'étaient insupportables et parce que j'étais en rejet total de mes parents, et voilà, et que aussi parce que, c'est idiot, hein, mais voilà, j'ai des parents qui étaient tout le temps en tournée et qui n'étaient jamais là, et c'est vraiment un aspect totalement psychologique du truc, mais c'était vraiment pas, ça me faisait pas envie. En fait, moi, ce qui m'intéressait, de regarder plutôt que d'être regardée, c'est de comprendre l'autre, de le mettre en valeur. Je suis à la fois attendrie, fascinée et admirative des comédiennes et des comédiens parce qu'ils font un métier excessivement difficile. Si on parle particulièrement du casting, c'est un endroit de leur profession qui est proche du cauchemar, que je trouve injuste, et au fond, ils doivent recommencer cet exercice jour après jour alors qu'ils ont fait leurs preuves, ce que peu de personnes doivent faire aussi régulièrement dans leur profession. Parce que, en fait, c'est des individus qui sont obligés de se questionner sur ce que c'est qu'être un être humain et de ce que c'est d'être avec les autres pour pouvoir bien faire leur travail. Et je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus. Ça exige de se mettre dans un état quand même de disponibilité et de fragilité dont on devrait leur être très reconnaissant. Donc en casting aussi, vu qu'ils le font en casting alors que c'est un endroit vraiment fragilisant, j'essaie de tout faire pour qu'ils puissent le faire en se sentant regardés et respectés. J'ai décidé pendant la préparation de Lefty Foot, Right Foot qu'il fallait que je les aide, en fait. Donc j'ai dit, écoute, je peux faire direction des castings, hein. J'étais assistante de production sur le film. J'ai dit, bon, laisse-moi faire. Après, on continue aussi en tant qu'assistante de production. Et ça marchait très bien. Et avant ça, j'ai fait chef de file sur le film L'Enfant d'en haut. Aussi régisseuse sur les films Love Express de Lena Zanoff. Et puis, très près de la réalisation.
Donc je peux observer les comédiens travailler en lecture, répétition, tournage, et ça m'a plu. Et aussi au théâtre, parce que j'ai travaillé au théâtre au Brésil, j'étais comédienne, un peu, pas beaucoup, entre autres choses. C'est une direction d'acteur qu'on peut exercer sans avoir une vraie direction unique. On essaye beaucoup de choses différentes. Donc ça me plaît, c'est ludique. À part ça, il y a le contact humain, les contextes de no stress, en tout cas pas pour moi, parce que c'est pas un tournage, c'est pas les moments les plus critiques. Mais c'est un moment de deuil pour le réalisateur et la réalisatrice, et un moment aussi de beaucoup de stress pour les comédiens, qui gèrent plus ou moins bien ces moments. Je crois que c'est difficile d'aimer plus le travail des comédiens que moi. Je respecte énormément. Difficilement je vais dire ou accepter d'entendre qu'un comédien fait sa diva. Et il y a des exigences qui sont pas cool, et blablabla, ces histoires. Non. C'est un travail très dur. C'est la tête, les yeux, le corps de ces personnages du film et sur les épaules des comédiens. Et puis, ils sont devant tout le monde, ils sont jugés tout le temps. Et ils tournent pas en ordre chronologique. Ça demande, ça demande énormément de concentration et de générosité. Donc, pendant les castings, si je peux exercer ma bienveillance quelque part, c'est bien là. C'est que je peux même ne pas voir ailleurs dans ma vie personnelle. Mais au travail, en casting, oui. Oui, je veux que les gens soient vraiment à l'aise, tranquilles quand ils arrivent et qu'ils sortent pas en ayant cette sensation étrange d'avoir passé un moment gênant ou un peu vexant ou un peu malheureux. Oui, un peu frustré parce que presque tout le monde se dit j'aurais pu faire autrement, j'aurais pu faire mieux. Mais qu'ils sortent en disant ouais, c'était une bonne rencontre, c'était un bon moment, merci beaucoup, c'était bien. Ça me plaît. L'échange est ce qu'il y a de plus important. Parce que l'audition pour ce projet, pour ce rôle, peut ne pas, marcher pour cette fois, mais on garde cette expérience-là, cet échange, ce travail que nous avons fait ensemble. S'il y a un autre rôle qui pourrait mieux convenir, s'il y a un autre projet, on garde. Je montre des fois un petit peu. Je peux montrer quelques secondes d'un essai d'un autre projet à une nouvelle personne en réalisation maintenant, pour qu'il ait une petite idée. Surtout si c'est un réalisateur étranger, je montre, voilà, c'est avant de voir les comédiens pour ton projet, je te montre juste pour convaincre un peu, pour le séduire. Les essais sont un endroit qui demande aux comédiens et comédiennes d'atteindre le personnage pour lequel elles passent un casting. Cependant, elles sont plusieurs pour un seul rôle, et c'est cette dynamique qu'elles apprennent à gérer dans leur travail, parfois par des refus, parfois quand ils sont retenus. Pour leur donner toutes les chances d'accéder au personnage, les directrices de casting offrent un cadre sécure et donnent de soi pour accompagner les potentiels incarnants-incarnantes. Oui, il y a des moments qui m'ont marqué dans mon évolution parce que quand j'ai commencé, j'étais pas en rejet, mais en dehors de toutes les questions de jeu. Et très rapidement, quand on fait du casting, en fait, on se met à jouer pour donner la réplique et aussi tout simplement pour aider les personnes en face à être les meilleures possibles. Moi, j'ai commencé en faisant du casting avec des très jeunes enfants, ma première expérience de casting véritablement. Et donc avec des enfants, ils sont pas comédiens, donc il faut les mettre sur le chemin. Et donc moi, j'ai été très rapidement obligée de fait de jouer avec eux. Quand j'ai commencé, si on m'avait dit demain tu vas jouer des scènes avec des enfants, je pense que je me serais cachée sous une table en pleurant. Et en fait, tout de suite, ça a été une joie immense, mais parce que c'est du jeu pour mettre l'autre en valeur. Ouais, ça a été une grande joie, c'est quelque chose que j'adore et ça m'a énormément aidé dans ma vie. Des évolutions, moi, dans ma façon de travailler. Quand j'ai commencé, j'étais un petit chien fou. Je travaillais avec une directrice de casting très talentueuse et qui travaille énormément. Et je voulais apprendre très très vite en étant très impatiente. Donc j'ai travaillé comme une dingue avec des rythmes assez effrénés. Et quand on a affaire à de l'humain, il y a un moment où on peut pas faire toujours plus parce que on ne voit plus les gens, on n'est plus capable. D'ailleurs, j'ai une théorie là-dessus. Je pense qu'on a un nombre maximum de visages qu'on est capable d'appréhender par jour en tant qu'être humain. Et il y a eu un moment où j'ai dépassé ce nombre de visages. Donc, je voyais des gens sans les voir et c'était
pas bon pour les castings, pas bon pour moi. Donc j'ai appris à trouver ma limite. Ça, c'est dans le monde du cinéma. Quand on travaille pas, on travaille pas. Et quand on travaille assez comme des malades. Donc je reste quelqu'un qui est dans un rendement assez intense. Mais par contre, je dépasse plus, au niveau du casting, la limite. Je veux pas avoir trop de gens, je veux être capable de voir tout le monde vraiment. Et c'est la moindre des choses, c'est ce que je leur dois, quoi. Il y a un casting de premier film où j'étais vraiment la personne chargée de casting. J'ai fait avec Germinal Rho un essai à Zurich, à la ZHTK, avec Dimitri Stapfer pour le rôle d'un jeune autiste. Et c'était sublime. Et j'étais pas du tout stressée, hein. Vraiment pas. Un casting, je me sens super à l'aise. C'est un grand plaisir. C'est très fatigant, par contre, hein. Pas physiquement, évidemment, mais mentalement, très fatigant. Mais ce casting avec Dimitri pour un rôle sans texte, où il faisait que de sons et de gestes et des yeux et des doigts. Et avant de commencer, il a demandé un petit moment pour crier. Et puis, sur le moment, bêtement, je pensais, bon, voilà, encore un qui va faire son cri animal. Et puis, je sais pas, j'ai pensé plein de bêtises. J'étais un peu stupide aussi. Il a fait son cri là, il a crié beaucoup. Puis après, il a commencé à jouer. J'ai dit, c'est lui. Ça faisait l'émotion et la certitude étaient très claires pour Germinal et pour moi. Et j'ai joué avec lui parce que Germinal voulait filmer. Il est photographe. Donc, il a pris la caméra et j'ai joué avec Dimitri. C'était un énorme plaisir. Pourquoi les comédiens ne renvoient pas l'image d'être fragiles ? Parce qu'ils se protègent, et heureusement. Enfin, sinon c'est intenable, et c'est vraiment, ça demande une force morale immense de faire cette profession, que ce soit au début et pour obtenir des rôles, ou ensuite pour tenir les rôles, les travailler. Et cet état de fragilité, on peut l'avoir au moment du jeu, mais on peut pas l'avoir en dehors, sinon c'est trop risqué. Et puis, faut pas oublier que tous les regards sont toujours tournés vers eux. Je parle pas de célébrités, je parle sur un plateau ou même au théâtre. Et donc, d'une certaine façon, ils ont pas trop le droit à l'erreur. Donc moi, je comprends cette posture que certains peuvent avoir. Tout le monde n'a pas accès à la face cachée des comédiens-comédiennes. Pourtant, en tant qu'être humain, ils apprennent et adoptent un visage, un comportement qui leur permet de se préserver du tourbillon des plateaux pour se retrouver eux-mêmes. Car bien qu'un acteur ou une actrice puisse dans certains cas ressembler au personnage, c'est bien deux personnes, une de fiction et une réelle qui cohabitent dans un même corps. Quand un projet commence, la première chose que je fais, c'est de lire le scénario et d'essayer de le faire en ayant l'esprit le plus ouvert possible pour ne pas m'arrêter à ce qui est écrit et pour pouvoir envisager les personnages de façon pas redondante par rapport à ce qui est écrit justement. Mais à ce stade-là, je pense pas forcément à des comédiens-comédiennes, ou si peut-être, mais en tout cas, je le lis pas en ayant cette contrainte en tête. Ensuite, c'est une rencontre avec la personne qui va réaliser ce scénario, donc la réalisatrice, le réalisateur. Et là, c'est vraiment un peu comme ce que tu fais là. L'idée, c'est de les faire parler le plus possible, les faire parler de leurs personnages, de leurs films, mais de toutes sortes de choses, en fait, tout ce qui peut alimenter la chair du scénario, parce que le casting, c'est la première incarnation d'un travail qui a été uniquement écrit pendant souvent de longues années. Donc c'est une grosse étape. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant, par exemple, d'entendre la chanson préférée de tel personnage plutôt que d'entendre que ce serait bien elle soit brun, brune, 1m80 ou que sais-je. Parfois, ça surprend certaines réalisateurs, réalisatrices, mais je leur demande de m'envoyer la musique qu'ils écoutent quand ils ont écrit, toutes les images que ça peut leur évoquer. Aussi, évidemment, des comédiens, comédiennes auxquels ils auraient pensé, même, je veux dire, ça peut être Rita Hayworth, il n'y a pas de problème, même si c'est quelqu'un qui ne joue plus. Donc voilà, pour créer une espèce de bibliothèque imaginaire de l'univers émotionnel et visuel du scénario, et donc des personnages. Le casting est un endroit éminemment politique, en tout cas, c'est ce que je défends dans ma pratique, parce qu'on parle de représentation, ça a du sens. C'est des questions que moi je pose dès le premier rendez-vous. Souvent, les personnages dans les scénarios sont pas trop décrits physiquement, et tant mieux d'ailleurs, à moins que ça ait un enjeu dramaturgique. Bon voilà, là c'est autre chose. Mais donc moi je pose la question en partant du principe que c'est possible, mais je demande confirmation que tout type de morphologie, tout type d'origine sont possibles pour tous les rôles.
Et ça provoque une réaction en face, qui est généralement bonne. Ceci dit, ça peut créer de l'inconfort, des questions que j'entends, que je comprends. Ça engendre une discussion qui va me donner plein de clés pour la suite. Si je peux poursuivre sur ce sujet, disons que généralement, ça me permet quand même d'avoir des petits indices. Et puis après, c'est confirmé à partir du moment où je propose des personnes. Donc on arrête de parler d'idées, mais qu'on est confronté à des corps, des individus. Là, par contre, c'est arrivé plusieurs fois que des personnes dont le discours était très ouvert se ferment tout à coup. Et c'est là que ça devient compliqué. Et sur ce sujet-là, c'est arrivé rarement pour moi que ce soit compliqué avec les réalisateurs et les réalisatrices, mais c'est arrivé. Et ce qui est arrivé aussi, c'est que ce soit compliqué avec les producteurs, productrices, qui là vont avoir plusieurs stratégies, des fins de non-recevoir, à savoir, mais à aucun moment dans le scénario c'était précisé que cette personne n'était pas blanche, ou alors non, c'était précisé. Ah oui, mais sur tel personnage, c'est un personnage secondaire, mais pas le personnage principal. Et on arrive parfois à l'argument final, je peux pas financer ce film si le rôle principal est cette personne. Donc là, dans ces cas-là, on fait face à un nœud assez grave. Et moi, je me laisse la possibilité de me retirer du casting. Si on me demande, disons, de poursuivre un casting jusqu'à ce qu'on ait trouvé un acteur ou une actrice blanche, voilà. J'ai l'impression que le discours évolue. Quand j'ai commencé, c'était déjà plus possible de dire je veux que des blancs dans mon film, d'accord. Disons, ce qui change, c'est qu'il y a des rôles qui sont écrits pour des personnes, par exemple, en situation de handicap ou plein de minorités. On peut parler aussi de la représentation de l'homosexualité, enfin voilà. Donc il y a plus de rôles écrits pour ces personnes, ce qui est une bonne chose parce que c'est de la représentation et on en a besoin. Après, moi, ma cause, c'est que ces personnes soient castées pour tout type de personnage. Et ça, on avance lentement. Ces essais sont évidemment filmés, mais voilà, ces essais, ils peuvent prendre beaucoup de formes différentes, en présence des réalisateurs et réalisatrices ou pas. Ça peut être que des discussions, enfin voilà, ça dépend vraiment du projet. Il s'agit de pouvoir rencontrer la personne de façon à ce qu'elle puisse nous donner à voir ce qu'on cherche pour le projet. Il faut déterminer comment le trouver au mieux. Donc ces essais sont filmés, on les revoit avec le réalisateur, la réalisatrice, et puis on avance comme ça. Et puis souvent, il y a plusieurs tours, on appelle ça des callbacks, mais voilà, plusieurs tours avec les comédiens pour confirmer de la part du réalisateur, de la réalisatrice, mais aussi de leur part que le projet les intéresse. À cette étape du casting, il y a deux éléments. Il y a évidemment le fait que la personne va pouvoir incarner le personnage du point de vue de l'énergie ou de la façon d'être ou de sa façon de jouer. Mais il y a aussi l'aspect, est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble ? Et c'est un des aspects les plus importants. C'est un peu le côté ressources humaines ou marieuse de mon travail. En fait, il faut que ça matche entre la metteur en scène, le metteur en scène et le comédien, la comédienne, et des deux côtés. C'est-à-dire qu'il faut que la comédienne, le comédien aient envie. Je commence à imaginer des gens, des comédiens, pas pro, différents âges. On lit le scénario sans faire beaucoup d'attention, juste ce qu'il faut, aux consignes, comédienne, blanche, tel âge. Donc on commence à chercher un peu ailleurs, à imaginer ailleurs. Après, je dois lire une deuxième fois le scénario pour pouvoir noter des propositions, passer du temps à voir les interactions entre les rôles. Et après, on discute avec la réalisation, avec la production. Ça dépend qui m'a appelé, qui m'a demandé si c'est le réalisateur, la réalisatrice ou la production. Donc, nous faisons déjà une petite réunion. Et ils appellent ça un brainstorming, mais on sort souvent de cette réunion avec une liste presque définitive. C'est le piège. Maintenant, je me prépare beaucoup mieux à ces jours de réunion. Et là, on commence à voir dans quelle direction on va. Et quand je propose des choses, des gens qui sont dehors de cette liste, je commence à voir les refus ou alors les acceptations. Je comprends dans quelle direction on va pour chaque personnage. Et je trouve ça merveilleux. Mais c'est quand même un moment compliqué. Parce que c'est avec des gens. C'est dire non à beaucoup de gens. Et essayer d'avoir le mieux possible, le meilleur de chacun pendant un très court moment d'audition, sans qu'ils aient toutes les informations. Ou des fois, ils n'ont aucune sur le projet, à part une scène. Ça dépend aussi de la réalisation, ce qu'ils veulent donner avant ou pas. Donc, je trouve ça super génialissime, ludique, intéressant du point de vue professionnel aussi. Il demande beaucoup plus que juste connaître les comédiens ou regarder comédien.ch. Beaucoup plus que ça. Bon, ça se construit avec
beaucoup de curiosité, amour pour le théâtre, parce qu'en Suisse romande, les comédiens ne vont pas vivre que du cinéma. Peut-être même pas en Suisse, je dirais. Donc on va au théâtre beaucoup, on rencontre les gens, on va voir les films, les courts-métrages, les films de diplôme, les films académiques. On va essayer de rencontrer les comédiens. Dans les écoles aussi, voir les spectacles de fin de formation, des manufactures, les écoles pas professionnelles. Et puis, en voyant tout ça, en étant au courant de tout ça, on peut former une base de données. Après, je suis en contact avec les comédiens en général. Je demande toujours qu'ils m'envoient les publicités de ce qu'ils sont en train de faire. J'essaie d'aller voir quand ils font une nouvelle chose. Si j'ai vu un comédien ou une comédienne il y a longtemps, je vais revoir maintenant pour voir où il en est, où elle en est. Donc, c'est du temps, la curiosité et la patience. Bien que les directrices de casting aient un grand réseau, il est constamment nourri de nouvelles rencontres, de suivi et de recherche. C'est continuellement en mouvement, comme leurs journées qui ne se ressemblent pas, qu'elles sont toujours au contact des gens. Il y a la journée type bureau. Donc au début d'un casting, quand on est sur un casting classique avec des comédiens, c'est de la réflexion, c'est revoir des images, voilà. Quand on est sur du casting sauvage, la journée bureau, c'est, par exemple pour des enfants, ce que je fais en ce moment avec ma collaboratrice, appeler tous les collèges pour faire des repérages, organiser des repérages, appeler des gens, voilà. Beaucoup de téléphones. Ensuite, il y a la journée type rendez-vous de casting. Quand on est avec des comédiens, c'est des rendez-vous plus ou moins longs, en tête-à-tête, où on prend le temps de discuter, où on travaille des textes, etc. Quand on est en casting sauvage, c'est plus variable et c'est un peu... Avec des adolescents ou des enfants, j'entends, c'est 3 groupes de 15 gamins et on s'amuse et on essaye de les voir chacun. Et il y a les journées type repérage, du coup, sur du casting sauvage, ce que j'ai fait hier, par exemple. Hier, j'ai visité 3 collèges parisiens pendant les récrés. Un pendant la récré du matin, un pendant la pause déj, l'autre la récré d'après-midi, parce qu'on cherche des enfants entre 11 et 13 ans. Et donc là, on se pointe avec un rendez-vous, avec le CPE, le proviseur. Et pendant la récréation, on observe les enfants et on essaie de déterminer lesquels pourraient correspondre. On note et ensuite on transmet un courrier aux parents. Moi, c'est une des choses que je préfère dans le casting. Déjà, observer une cour de récréation, c'est fascinant. C'est un microcosme, c'est génial. On voit des choses, on voit beaucoup de choses des enfants. Et puis, on voit des personnes fascinantes, quoi. Donc voilà, là, hier, on a fait ça, 3 établissements. Dans chaque établissement, on a repéré une quinzaine d'enfants. C'est le début du casting et c'est super excitant parce qu'on se projette sur chacun en se disant « pour tel rôle ». C'est trop beau. Et puis moi, j'adore être dans les écoles, j'adore ça. J'adore être au contact des enseignants parce que c'est des personnes... passionnés et dédiés à leur profession. Ça fait du bien. Non, on ne parle pas aux enfants quand on fait des repérages dans les établissements scolaires pour laisser la liberté aux parents qui recevront notre courrier de donner suite et qu'il n'y ait pas trop de déception pour les enfants, si leurs parents ne souhaitent pas. Après, quand on est dans la cour de récré en train de regarder tout le monde, ils sont loin d'être bêtes. Tout le monde vient nous demander ce qu'on fait, qui on est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a noté le prénom d'un tel et d'une telle. Donc c'est un peu un jeu de dupes, mais malgré tout, ça me semble important de laisser le choix aux parents, quoi. Et puis c'est aussi pour montrer patte blanche, pour leur laisser, encore une fois, montrer qu'on est dans une démarche respectueuse, bienveillante et qu'il n'y a pas de forçage. Il y a plusieurs étapes en casting. Si je résume, il y a la première lecture, réunion, premières auditions. Et pour avoir les auditions, il a fallu d'abord inviter les comédiens. En Suisse romande, je vais direct vers les comédiens, même s'ils ont des agents. Je connais les comédiens, donc je n'ai pas besoin de passer par audition, callback, peut-être un deuxième callback. On crée cette constellation-là quand il y a des constellations à créer. Et une fois que la réalisation, la production, les coproducteurs, tout le monde a donné son avis. Le mien compte peu. Mais une fois que tout le monde a donné son avis, les comédiens ou la comédienne est confirmée. Là, la production prend le relais et s'il y a des agents ou directement vers les comédiens. Avec un plan de travail qui, à ce moment-là, devrait être plus ou moins approximativement prêt.
Donc, ils peuvent négocier cachet, date, etc., etc. En général, je discute avec la réalisation avant, un petit peu, pour les rôles très importants, plus de jours de tournage, avec des personnages plus récurrents. C'est aussi très différent si c'est un long métrage ou une série. Les séries, il y a énormément de rôles, quarantaine de rôles, donc on va un tout petit peu plus vite. Mais ce que j'essaye, quand je suis toute seule avec les comédiens, avec mon assistant ou assistante, qui est une jeune comédienne, c'est essayer plusieurs directions différentes. Parce qu'après, si quelqu'un dit « Ah, mais il est trop comme ça », je montre une autre prise. « Ah bon, alors, mais pas assez, et paf, je montre une autre. » Encore. Voir quelle est la palette de possibilités de chacun. Et voir comment il marche. C'est-à-dire, je donne la personne d'abord arrive et fait la scène comme il a imaginé, sans aucune instruction. Après, je commence à donner des directions différentes qui peuvent être aussi totalement contradictoires avec ce qu'ils ont fait ou avec ce que j'ai demandé avant. Voir comment il réagit à la direction. Les auditions, c'est un très petit pourcentage de temps qu'on passe. C'est un travail de réflexion, de recherche, de regarder des showreels, de voir des photos, d'aller au théâtre, de rencontrer des gens avant ou même pendant le projet. Et après, quand on commence à agender les auditions, c'est vraiment un petit peu de temps. Je peux aussi faire un casting avec une autre directrice des castings. Je fais assez souvent avec Laura Stucchi. On fait un binôme. On fait beaucoup plus un binôme le rôle de chef de file, mais on peut faire aussi des castings ensemble. Et c'est cool parce que là, c'est génial d'avoir une interlocutrice, de partager les idées, d'avoir des avis différents, d'essayer des choses différentes. Et le lien avec la réalisation est fondamental. On ne peut pas faire ça sans avoir une bonne entente, de respect et la confiance que la réalisation est en train de choisir ce qui est mieux pour elle. C'est pas moi qui vais diriger les comédiens sur le plateau. Je peux ne pas être d'accord, mais j'accepte toutes les décisions. Je donne les informations que je connais, dont je suis au courant. Je fais les auditions seule, je fais avec après des callbacks. C'est pas moi qui vais les diriger, donc je fais totalement confiance. Oui, la réalisation est là des fois pendant les essais. Là, par exemple, j'ai un réalisateur qui aime beaucoup être présent. Il m'a dit qu'il n'a jamais été pas présent. Donc je dis waouh, j'ai réussi à ne pas l'avoir avec moi au début. Mais après, j'ai compris que c'est mieux qu'il soit. C'est là qu'il se sent mieux. Ça va plus vite, il se sent plus en confiance. Et puis, c'est aussi mieux pour les comédiens. Dans ce cas précis, c'est une manière de travailler un peu différente. Je me sens avec moins d'autonomie ou d'indépendance, mais c'est ce qui est mieux pour ce projet. Donc, ils peuvent être là, ils peuvent ne pas être là. C'est un truc la façon dont on va travailler, on discute ensemble avant. Il y a d'autres qui adorent ne pas être là parce que comme ça, ils vont pas, entre guillemets, perdre ce temps. Ils vont voir les auditions et choisir qui ils veulent revoir. Et ça, c'est aussi une autre... Ça, j'ai un peu plus de liberté peut-être. Mais ça me va, les deux façons. S'il y a une troisième aussi, je dis OK, c'est très bien. Oui, des rendez-vous de casting, c'est des grandes surprises, des moments magnifiques, et c'est aussi des déceptions. Parfois, on est persuadé qu'un tel ou une telle va être génial, que ce soit parce qu'on l'a vu jouer autre chose, ou dans le cas d'un casting sauvage, parce qu'on a l'impression d'avoir décelé chez cette personne la clé. Et puis, en fait, ça ne se passe pas. Ça peut être très frustrant. J'ai tendance à insister, quand c'est le cas, dans le sens insister, essayer d'autres choses, et oui, à me remettre en question, à me dire est-ce que j'ai pas donné les bonnes indications, est-ce que c'est pas le bon texte pour le casting, est-ce que on n'a pas mis la personne suffisamment à l'aise pour qu'elle soit capable de jouer. C'est surtout ça. Je l'ai peut-être pas encore dit, mais le cœur du travail, c'est de mettre chacun à l'aise. C'est vraiment l'essentiel. Voilà, donc je me pose des questions, j'insiste, parfois un peu trop. Quand il s'agit de non-comédiens, d'enfants, d'ados, il m'arrive même parfois d'insister sur l'aspect sérieux du moment, de dire, de demander est-ce que tu as envie de faire ce rôle, est-ce que tu as envie de jouer. Si l'enfant me manifeste que oui, l'adolescent, de lui dire il faut que tu donnes maintenant, c'est maintenant, il faut qu'on se concentre, il faut qu'on y arrive, parce que je pense que c'est important de toujours les prendre au sérieux parce qu'on parle de travail. Voilà, si ça ne se passe pas, le but c'est que le moment ne soit pas douloureux malgré tout et que chacun puisse repartir en se sentant bien, même si un peu frustré. Et après, oui, il y a de la remise en question de mon côté, souvent aussi de la part des réalisateurs et réalisatrices, et parfois pas, parce que parfois, juste on se dit, mais qu'est-ce qui se
passe. Ça arrive. Et dans ce cas-là, soit ça ne génère pas un jugement définitif sur la personne, c'est soit j'ai fait une erreur, j'aurais jamais dû proposer tel rôle à cette personne, en fait, ça ne convenait pas. Soit la personne était dans un moment où c'était pas possible. Et ça, c'est normal. Et c'est OK. J'ai travaillé avec un réalisateur récemment qui dit souvent aux comédiens, comédiennes, et qui me le dit à moi aussi, je trouve ça assez juste, il n'y a pas de mauvais comédiens, il n'y a que des mauvais castings. Donc si la personne a été mauvaise pendant le rendez-vous, c'est qu'on a fait une erreur, nous. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup travailler avec des non-comédiens, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être là. Donc ils sont pas dans la séduction. Donc la relation de pouvoir est inversée. Alors qu'il ne faut pas se leurrer quand on est casting et qu'on est face à des comédiens, le pouvoir, il est plus de notre côté. Ce qui est très malaisant pour moi et ce qui est une relation à re-questionner sans cesse. Quand je travaille avec des comédiens, l'essentiel de mon travail, c'est d'essayer de saper cette relation de pouvoir et d'empêcher toute tentative de séduction sur le plan professionnel, j'entends. Et généralement, un casting réussi, c'est que lorsqu'on arrive à passer outre. Et après, voilà, je suis pas une sainte. Je me dis, ouais, si je fais du casting, c'est peut-être aussi parce que ça me plaît d'être dans cette position, de rencontrer des gens, de prendre des décisions, oui, je pense que ça me plaît. Mais en revanche, dans le rapport humain, il faut à chaque fois remettre à plat. Et puis, on a besoin d'eux. On fait pas de film sans eux. Je dirais que c'est la rencontre entre la comédienne, les comédiens et son personnage avant vraiment qu'il soit né. Et c'est un mélange entre technique et intuition. Pour faire un casting, il faut bien choisir déjà qui on veut voir. Moi, je pense à une réalisatrice spécifiquement qui va vouloir voir tout le monde possible, imaginable, pour être sûre qu'elle n'a pas passé à côté de quelqu'un. Il y a d'autres qui vont pas avoir besoin de ça, qui connaissent déjà beaucoup mieux les comédiens, qui vont faire une rencontre ou 2 ou 3 et puis ça sera simple, facile. S'il y a une scène qui a été donnée à apprendre, on la prend. Un rendez-vous avec une heure précise, on arrive à l'heure. Le reste, on ne peut rien faire. Il n'y a pas d'imprise. On peut, bien sûr, chez soi, imaginer, on pourrait faire ci, faire ça. Mais sur le moment, il faut lâcher prise parce qu'il n'y a pas une manière d'obtenir le rôle comme ça. Des fois, je regarde ce qu'ils disent mes assistants, qui sont des jeunes comédiens, et à la 3e personne qui passe pour un rôle, ils sont déjà en train de dire « Elle, ça va aller. Elle va être prise, je suis sûre. » Donc, eux-mêmes, ils commencent à jouer à ça. C'est une évidence quand c'est la bonne personne. Il faudrait lâcher prise. Ce qui est difficile parce que c'est un métier dur où il y a beaucoup de concurrence et on aimerait jouer. C'est ça notre travail. On aimerait avoir les rôles, on aimerait apparaître, on aimerait jouer. Et voilà, c'est pas tous et toutes seront pris. Je ne peux pas dire combien de personnes je vois pour chaque rôle parce que ça varie beaucoup. Là, je suis sur un casting où le réalisateur avait une envie de voir peu. Il a une idée assez précise de ce qu'il veut. Et on a commencé à faire des auditions et on commence à ouvrir. On commence à chercher plus. Ça me plaît beaucoup. Donc on commence à proposer d'autres noms, on commence à voir plus de gens. La quantité de personnes qui nous voyons pour un rôle dépend si c'est un rôle pour un professionnel ou un amateur. Si c'est amateur, un enfant, un ado, ça va être le rapport est beaucoup plus grand, c'est-à-dire on va voir beaucoup plus de gens pour trouver la bonne personne. Si c'est un comédien ou une comédienne, en fait, on connaît, c'est assez limité. Il y a pas un numéro infini de comédiens et comédiennes en Suisse romande. Donc ça limite déjà. Il y a des consignes, il y a des coproductions ou pas. Donc on est obligé ou pas d'avoir un pourcentage de comédiens dans des rôles importants qui comptent, les points. Des fois, les projets viennent déjà avec des comédiens distribués, des rôles distribués, parce que le projet a été écrit ou pensé pour telle ou telle personne. Et après, on peut aussi dire que voilà, on a vu tout le monde ici, on n'a pas trouvé. Il y a des profils qu'on ne trouve absolument pas en Suisse romande. C'est un Asiatique qui fait du ski nautique. Ça, j'ai dû trouver. Pour quartier de banque, il n'y avait pas. Donc, on est allé chercher à Paris. Sinon, on peut chercher aussi en Belgique, on ouvre. Mais souvent, c'est des coproductions. Il y a aussi une directrice de casting ailleurs. Je ne fais pas de casting comme ça. Je peux proposer des gens. J'ai une liste de Suisses qui sont ailleurs, avec des agences qui m'envoient régulièrement leur profil. Mais je laisse faire la personne qui s'occupe du casting dans l'autre pays.
Je pense que le cœur de mon métier, c'est vraiment regarder, écouter, comprendre la personne à qui on a affaire. Je pense que c'est une des qualités essentielles pour bien faire ce travail, c'est d'avoir une finesse d'analyse et de garder les yeux ouverts, de pas avoir d'a priori. Et donc ce que je fais avec les comédiens, je le fais avec les metteurs en scène aussi, en fait. Donc j'écoute beaucoup, j'essaie de faire réagir et de comprendre les endroits d'insécurité, les endroits au contraire de certitude, pour trouver quelqu'un qui va pas appuyer là où ça fait mal et au contraire qui va pouvoir aller dans la même direction, quoi. Ce qui me permet d'être toujours en lien, c'est d'être spectatrice. Donc je fais beaucoup au cinéma, beaucoup au théâtre. La sociabilité autour des premières, etc., je déteste ça. Donc parfois, je le fais pas trop, je suis très mal à l'aise avec ça, donc... Mais visiblement, ne pas jouer ce jeu-là m'empêche pas de travailler, donc ça marche. Après, le travail avec les agents, ça se passe très bien. J'aime beaucoup travailler avec certains, donc c'est des relations de travail que je chéris et que je fais en sorte de maintenir. Et même si je me suis absentée pendant 4 mois pour faire un casting sauvage, le lien de travail, il est toujours là. Disons que je pense que certaines directrices, directeurs de casting ont du pouvoir. Ce qui n'est pas mon cas, aussi parce que j'ai pas encore une carrière immense, quoi. Mais c'est possible de travailler sans ça. Après, voilà, pour obtenir des superstars, évidemment, c'est des enjeux de pouvoir et tout, mais de toute façon, ça se situe pas que à mon niveau, ça se situe essentiellement au niveau du scénario, de la réalisatrice, du réalisateur. Donc je crois que c'est possible d'exercer le métier de directeur de casting sans se soucier trop de son réseau. Quand j'ai commencé et que j'étais assistante, franchement, ça me faisait assez rêver, directrice de casting. Je trouvais ça classe. Après, directrice, je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, ce qui me plaisait, je pense, c'est que ça signifiait l'autonomie dans le travail et le fait de pouvoir procéder comme je l'entendais. Et voilà. Ça, c'est un aspect qui me plaît de ce travail. Quand on est chef de poste et quand on n'est pas sur un plateau, en plus, donc on dépend moins des différents départements, il y a une grande autonomie et ça me plaît. Et je pensais que directrice, ça voulait dire ça. Après, je sais pas, casting, bon, c'est un mot pas très joli, c'est un mot anglais. Je suis pas contre les anglicismes, mais c'est vrai que au théâtre, on parle de distribution, je trouve ça très joli. Je l'emploie rarement, ce mot, mais peut-être qu'il me plaît davantage. Parfois, je dis chargé de casting. Enfin, je me pose pas trop la question du titre. Voilà, il n'y a pas de récompense des directeurs, directrices de casting. Enfin, c'est un métier un peu... qu'on confie parfois aux assistants de mise en scène ou à des stagiaires. On m'a déjà dit que de toute façon, si je faisais pas un casting, ce serait la stagiaire qui le ferait. Donc, il y a quand même un statut pas évident pour cette profession. Ça change, mais quand même. Donc, peut-être que pour cette raison, directrice de casting, ça me va. Disons que ce qui m'intéresse à l'avenir, c'est de développer les positions qui sont les miennes, donc à savoir la bienveillance, même si c'est un mot tellement à la mode qui peut paraître galvaudé, mais je ne crois pas. Et le fait d'aborder le casting comme un lieu politique. Et je pense que ça va de plus en plus être le cas. Du moins, je l'espère. De me dire que je vais faire des rencontres en faisant tout pour que les personnes qui viennent se sentent valorisées et bien, ça me donne envie de travailler. De me dire que peut-être je vais un tout petit peu changer les visages du cinéma français et suisse. C'est très arrogant, mais ça me donne envie de travailler. Exercer cette profession, c'est se donner la possibilité de devenir un meilleur humain. C'est hyper grandiloquent, mais vraiment, on est obligé de se poser des questions sur le plan affectif, psychologique, et encore une fois, les rapports de domination, et ça peut faire que du bien à tout le monde. Et donc, si vous êtes timide, ou si vous n'avez pas de réseau, ou que sais-je, c'est pas du tout un obstacle. C'est une profession dans laquelle chacun peut faire sa place. C'est un travail très concret, donc faut y aller. J'aimerais peut-être m'adresser aussi aux personnes qui souhaitent jouer, qui souhaitent être comédien, comédienne. Tout le monde peut être comédien, comédienne. Il faut pas nécessairement être un enfant de la balle. Il faut pas nécessairement être un canon de beauté. Il faut pas nécessairement être comme ci ou comme ça. Évidemment, le changement, il vient des personnes qui prennent les décisions. Mais je pense qu'il faut aussi que chacun s'autorise. Et je rencontre souvent des jeunes qui ne s'autorisent pas. Et ça me fend le cœur. Donc, autorisez-vous. Je vois très bien la direction dans cette histoire, parce qu'on donne la direction. C'est plutôt ça que d'être chef. C'est beaucoup d'organisation, beaucoup de planos, de
petits graphiques, des trucs Excel qu'on fait avant. Noter les indispos, noter les dispos, noter les problèmes. Donc on fait, c'est un travail de bureau et après un travail sur le champ qui exige énormément de compétences, différentes compétences. Donc ouais, j'assume, je suis directrice des castings. Je vais continuer à être directrice des castings pendant un moment parce que j'ai encore l'admiration, le respect et l'amour, pas le métier, un autre qui est comédien et comédienne. Si ça change, j'arrête. Mais c'est cet amour par cet autre métier qui me nourrit. J'aimerais profiter de ce petit moment pour parler peut-être d'une conscientisation qui existe maintenant. C'est assez nouveau, ça vient de MeToo. Les castings, c'est pas un moment de séduction ou de drague et que les comédiens et comédiennes sur le plateau sont traités et vus différemment. Je crois que ça vient de la professionnalisation aussi de ce métier. Avant, le casting n'existait pas. Je veux dire, la direction des castings n'existait pas. Qui faisait ce travail? Parce que le travail était fait. J'ai vu en Suisse apparaître le métier de direction des castings. Je pense que j'ai fait partie de cette transformation. Ce qui se passait avant, c'était l'assistant réal choisissait avec les réalisateurs, les actrices, les comédiens. Avec l'arrivée des séries, c'était tellement énorme la quantité de rôles qu'il fallait quelqu'un pour organiser ce travail-là. Avec toute cette organisation et la conscience du respect des gens, du travail des gens et aussi d'ouvrir l'œil pour ce qui est l'exploitation ou l'emprise, je ne sais pas si je suis claire, mais ça passe par la vulnérabilité des comédiens et des comédiennes, surtout des comédiennes, sur un projet cinématographique qui aujourd'hui peut être diminué, peut être disparaître. Ils peuvent être plus sûrs parce qu'il y a plus d'interlocuteurs et interlocutrices entre la personne qui va jouer et la personne qui va réaliser. Donc je pense que c'est une conscience et un travail en équipe, mais qui est assez nouveau. C'était Voix entrelacées, un podcast de 23 bis réalisé par Mathilde No. Merci à Marie-Angela et Mina pour leur passion animée. Et 2000 merci à l'équipe précieuse qui s'investit sur ce podcast. À vous d'être là pour écouter, entendre et partager. Et à toute l'équipe de 23 bis pour leur soutien sans limite. Prochain épisode, derrière les tissus, le costume consciencieux.